Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, fumais-tu? Cet avertissement parade sur les paquets de cigarettes. Au besoin, il est accompagné d'images tantôt de poumons calcinés, tantôt de cancer de la gorge, pour s'assurer que l'information est bien passée. La peur fait toujours recette, croit-on. Le tabagisme est un coût humain et de santé. À l'ère d'une société mobilisée par la performance des indices économiques, la balance entre les coûts et les bénéfices de santé suscite des débats entre les défenseurs et les détracteurs. Derrière ce brouhaha, le fumeur compte les points. Si le tabagisme a reculé, dans les pays occidentaux, depuis les années 80 par les politiques de sensibilisation et de restriction d'usage du tabac, nous constatons depuis quelques années une certaine stagnation autour de 25% de la population fumant quotidiennement. Parallèlement, l'offre d'aide au sevrage a évolué des patchs de nicotine aux consultations multidisciplinaires de tabacologie. Mais c'était sans compter sur la cigarette électronique. Elle a bouleversé l'échiquier d'un modèle de santé publique basé sur le sevrage et l'abstinence. Les vapotes de propylène glycol ou de glycérol remplacent les volutes des tabacs séchés dispersés à l'envi par les fumeurs de Havane, de pipe ou de ces cigarettes, esthétisées, labellisées dans les tourbillons du marketing de l'après-guerre. La cigarette électronique est un nouvel objet de consommation, paré des attributs de l'avenir. Devant ces mouvements autour d'un objet accaparant l'attention et l'action de nombreuses personnes et constituant la première cause d'addiction, il nous a semblé utile d'aborder le sujet du tabagisme par des sentiers nouveaux. La nocivité du tabac a été démontrée. Les modèles d'addiction au tabac et les moyens d'en sortir se sont focalisés sur un modèle neurocomportemental au sein duquel l'expérimentation animale occupait une place importante dans la modélisation. Force est de constater que l'approche psychodynamique et spécialement psychanalytique est restée relativement discrète sur la question. Est-ce que le tabagisme de son père fondateur en constituait un tabou? Toujours est-il que peu d'ouvrages psychanalytiques y ont été consacrés. Celui d'Odile Le Sourn et de Philippe Grimbert en constitue les œuvres majeures. Nous souhaitons prolonger leurs investigations en nous fondant sur une anthropologie du fumant, dont nous aurons l'occasion d'en détailler les fondements épistémologiques. En voici d'ores et déjà quelques directions. Les deux piliers de notre réflexion porteront d'une part sur la pharmacologie, et d'autre part sur le fumant. Le fumeur est un addict comme un autre, il est autre et aussi même. Il est autre parce que son objet addictif ne va pas entraîner des conséquences néfastes sur son fonctionnement social, et même parce qu'il doit mobiliser des comportements pour assurer sa dépendance et sa tolérance aux produits. Cette absence de bruit social autour du tabac lui donne peut-être une certaine immunité dans le débat des psychodynamiciens. On veut bien lui donner le statut de vice, certes morbide, mais cela ne justifie pas une psychothérapie. Et pourquoi ? Nous essaierons de développer cette question. Le tabagisme est une automédication. Le fumeur est son médecin et son pharmacien. Les contextes psycho-émotionnels connotent l'usage de la cigarette. Certes, l'habitude camouflera ces éléments, mais le lien entre un produit psychoactif et un état émotionnel y compris le manque est mobilisé par le tabagisme. L'étude du pharmacone nous sera utile. Quant au fumant, la gestuelle du fumeur est réduite à la manipulation du briquet et de la cigarette. L'essentiel est bien souvent passé inaperçu. Le fumeur mobilise sa ventilation et sa sensation pour fumer. Cette focale nous a été apportée par Elisabeth Larigné-Haas, pneumologue tabacologue, décédée en 2014. Cette mobilisation archaïque, c'est le premier mouvement significatif que l'on réalise à notre naissance, confère à l'addiction tabagique un sens particulier. Nous y reviendrons. Enfin, nous ne pouvons pas parler du tabagisme sans parler de son contexte sociétal dans ses aspects consommatoires, temporels, identitaires. Les réflexions proposées sont basées sur une population de gros fumeurs, c'est-à-dire dont la consommation tabagique est supérieure à un paquet par jour. L'échantillonnage est principalement issu d'une consultation médicale. L'inférence aux petits fumeurs devra donc être nuancée. Pour aborder ce sujet, nous emprunterons des sentiers atypiques mais relevant d'une démarche anthropologique. Nous poserons le cadre de notre discours dans un chapitre épistémologique.
Il nous importe de préciser les contours, l'origine d'un discours avec le principe, à chaque lieu sa logique et son langage. Ensuite, nous aborderons les notions de plaisir, désir, jouissance à l'œuvre dans la dynamique tabagique. Nous développerons les aspects pharmacologiques en revenant aux racines philosophiques grecques de cette science. L'outil et son usage constituent la singularité de notre humanité. Le feu prométhéen, outil fondateur, détaillera la symbolique de la maîtrise du feu. La gestuelle ventilatoire et singulière du fumeur sera explorée. L'attachement à la cigarette et l'identité du fumeur seront débattus. La rythmique et sa temporalité feront l'objet d'une attention particulière. La cigarette, dans son contexte socioculturel et spécialement postmoderne, sera éclairée. Enfin, une conclusion générale apportera l'étape nécessaire à une compréhension synthétique. Nous tenons d'emblée à remercier toutes les personnes rencontrées, patients et professionnels de la santé, qui, par leurs témoignages, nous ont permis d'élaborer les réflexions qui vous seront développées. Nos remerciements particuliers sont adressés pour leur travail de relecture et de conseil à Pierre Bartsch, Barbara Chasse, Monique Chasse-Duret, Andrea Dupont et Sébastien Loriot. Je remercie pour sa préface Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adulte couple-famille, docteur en sciences de la communication et de l'information. Il est l'auteur de nombreuses publications et ouvrages sur les dépendances groupales. Chapitre 1 – Positionnement épistémologique. Tout discours sur la connaissance du monde devrait développer son épistémologie. Essayer de mettre à jour les coulisses de sa vision des choses, sans tomber dans une transparence qui ne ferait que cacher le dévoilement, la résistance de la réalité. La connaissance doit se mériter. La transparence peut être une illusion. Tout ne doit pas se dire, mais un peu. Discours sur la connaissance ? La connaissance est un processus créatif et associatif. Il accompagne le chercheur qui explore le monde de la nature et de sa culture pour en retirer un savoir, une structure compréhensible à l'esprit par des lois liées à la nature, physis en grec. Nous essayons d'extraire de notre singularité une vision universelle. C'est de notre pensée, dirigée vers les objets, que se révèle un savoir. L'anthropologie est une science un peu particulière, car elle vise à donner une vision, un discours sur l'homme lui-même. Elle peut s'avérer aussi un peu pompeuse, car elle présente l'homme comme une entité avec majuscule. Force est de constater que de tout l'univers, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes les seules choses à se penser soi-même. Et nous le devons au langage. Parler d'épistémologie, cela peut consister à tracer l'histoire des idées car nous ne pensons pas ex nihilo. Leroi-Gourhan, dans son livre « Le geste et la parole », tente à démontrer que notre humanité est née de l'inhibition de nos programmes neurologiques automatiques, l'événement préfrontal, pour permettre l'introduction de la temporalité, le séquençage et la patience. Le premier hominidé a dû comprendre que pour pouvoir avoir un outil performant et lui permettre d'avoir une récompense alimentaire ou autre, il devait phaser son action dans la substance pour en retirer un produit, un objet, celui qui donne matière à son idée. Par ailleurs, cette élaboration nécessite un apprentissage et donc une transmission. Le langage ne pouvait qu'être associé à ce processus. Il y a possibilité de langage à partir du moment où la préhistoire livre des outils, puisqu'outil et langage sont liés neurologiquement et puisque l'un et l'autre sont indissociables dans la structure sociale de notre humanité. Leroi-Gourhan, page 163. Notre connaissance du monde est préétablie par l'autre, celui qui nous apporte le langage. Cela nous amène à évoquer que, à chaque lieu sa logique et son langage, Monsieur Singleton. Ce langage qui nous permet de penser et d'agir, de transmettre nous vient d'une communauté d'autres personnes qui ont imprégné leur savoir dans l'univers où ils sont nés. Nous sommes les héritiers de la pensée grecque. Si la pensée scientifique, rationaliste a démontré son efficacité en termes de développement, l'incidence sur notre environnement démontre que notre pensée n'est pas que rationaliste, et elle n'est pas capable d'intégrer la complexité du monde pour développer des comportements complètement adéquats. Il y a une faille, celle de notre désirabilité, de ce manque ontologique qui nous pousse à des comportements à risque. C'est de toute l'épopée prométhéenne et de son hybris que nous débattrons dans d'autres chapitres. Nous sommes plus portés à exister qu'à être.
nous sommes portés par cet autre qui nous pousse à être aimés ou haïs comme pour nous sentir vivre au regard de l'autre, grelottant dans notre néothénie singulière. Tout ceci induit inévitablement notre endettement à l'autre soignant sans qui nous ne serions rien au commencement. Notre liberté doit s'arracher de l'autre tant du côté du débiteur que du créancier, dans un enchevêtrement social. Notre ouvrage porte sur l'anthropologie du fumant. Notre objectif n'est pas de développer un cabinet de curiosité sur l'objet tabac, mais bien de mettre en lumière ce qui ne se voit pas, ou de fouiller dans les restes du savoir sur la question. Il s'agit d'emprunter des sentiers peu éclairés. L'anthropologie se veut être la science de l'homme. Si l'anthropologie se distingue de la sociologie par le fait de son terrain d'observation, celui des sociétés dites primitives, le climat contemporain retient l'observation participante comme la méthodologie singulière de l'anthropologie, bien que cela ne soit pas aussi étanche. Toute observation implique l'observateur. Nous observons au travers d'un prisme formaté par notre culture, notre famille, notre histoire personnelle. Pouvoir donner un savoir scientifique au sens où il s'oppose au savoir naturel implique un sens critique, un doute raisonnable sur notre pensée. L'observateur doit s'observer. Je ne suis pas fumeur. J'ai fumé quelques cigarettes. Mon intérêt pour la tabacologie est venu par hasard à la suite d'une proposition d'un de mes employeurs. Cet intérêt était alimenté par des expériences antérieures dans le domaine de la toxicomanie. J'ai accompagné des toxicomanes dans la prescription de méthadone. C'est à cette occasion que j'ai pu expérimenter cette notion de réduction des risques, qui était loin d'être en vogue en tabacologie. Au début, le modèle de l'abstinence était la seule ligne autorisée. En effet, l'autotitration nicotinique du fumeur, le fumeur tire plus sur sa cigarette bien qu'il ait diminué sa consommation, démontrait l'inefficacité d'une réduction des risques en termes de santé. Le discours dominant était le discours médical centré sur les effets nocifs du tabagisme. La lutte contre le tabac rivalisait avec la lutte contre le cholestérol, l'hypertension, le diabète, résultat de la société de l'opulence de l'après-guerre. À la fin de mes études secondaires, j'ai été sensibilisée à l'inconscient freudien. Cet intérêt m'accompagne toujours et alimente mes réflexions sur notre « mon humanité ». La clinique du fumeur, que j'ai débutée dans un centre d'aide aux fumeurs marque déposée, m'a permis de rencontrer des personnes aux parcours différents, mais qui révélaient pour certains d'entre eux une histoire émaillée de douleurs, de traumatismes et de deuil, mais aussi d'une variété d'événements narratifs qui s'exprimaient à l'occasion de ces entretiens. Si le discours ambiant de la tabacologie était axé sur le médical et le cognitivo-comportementalisme, j'étais confrontée à une narrativité qui dépassait de loin ces modèles. Je ne pouvais faire fi de la question de l'inconscient. Tout m'y ramenait. L'inconscient se définit comme ce qui n'est pas conscient et est organisé au travers d'une dynamique pulsionnelle, d'un langage qui se dévoile dans les interstices de la relation. Il serait tentant de révéler dans cet ouvrage des passages de ces parcours, mais je souhaite préserver cette intimité et n'en dévoiler que des phrases types. Mes origines familiales agricoles m'ont donné le goût de la nature, de la terre, des origines et aussi des grands mythes. Les éléments fondamentaux, eau, feu, terre et vent, constituaient des sources de curiosité. La fin de mon parcours au lycée m'a permis la découverte de la psychanalyse. Mon professeur d'histoire estimait que les événements guerriers du XXe siècle pouvaient être éclairés par cette approche. Cette rencontre fut historique pour moi et m'amena à un travail archéologique freudien, lacanien et jungien. Par la suite, après mes études de médecine, je me suis octroyé une année de formation complémentaire en anthropologie sociale et culturelle. Ma rencontre avec Mike Singleton et son « hors culture, il n'y a rien », mais également le « il existe deux épistémologies en anthropologie, celle des artichauts ou celle des oignons », m'a ouvert l'esprit sur un démontage des apparences. Ce travail est l'aboutissement temporaire de ce processus et de ces rencontres. Qu'est-ce que mon anthropologie ? Prétendre à une anthropologie du fumant, c'est d'abord une gageure, celle de déplacer le débat de la tabacologie vers une réflexion de la singularité. Est-ce qu'en apprenant à un singe à fumer on le rend fumeur ? La clinique du fumeur, quand on s'intéresse à sa narrativité et ses représentations, dépasse la question du produit, de la molécule ou du geste fût-il comportemental. Est-ce que le fumeur est fumeur ?
Est-ce que l'être profond du sujet qui se présente devant moi est identifié à ce geste appris qu'est le fait de fumer? La réponse est négative. Si nous nous référons au Dasein de Heidegger, l'être du fumeur est aux autres qui fument. Il existe dans ce comportement qui le rend en lien avec les autres fumeurs, même accent aigu, et en opposition à ceux qui ne fument pas, altérité. Est-ce qu'agir est en soi une identité, un noyau d'être? Et pourtant, sans action, nous ne sommes rien, nous serions réduits à un état végétatif ou caillouteux, devant l'univers des choses. Mais est-ce que cette action équivaut à celle d'un animal? Non. La différence réside dans la conscience que nous avons de nos actions. Nous appréhendons le monde et nous en disons quelque chose par la parole, celle qui nous a été transmise par les autres. Ceux-là même qui me sont un enfer comme un paradis, d'où nous avons été jetés. Nous voilà résolus à être des sujets, assujettis à une transcendance. Nous ne pouvons qu'aspirer à la toucher, mais pour n'être que ramenés à notre condition de mortels, être vers la mort. Nous pourrions proposer de réserver au terme essence la catégorisation d'un existant par notre intentionnalité, le fait d'orienter notre pensée vers quelque chose où la forme, eidos et la matière sont variables et scindables dans le temps. L'essence peut ainsi exister. L'existence est cette capacité de changer possiblement de forme par sa volonté et son action. L'humain se prête bien à l'existence. C'est dans l'après-coup de l'action et de ses accidents que l'essence de l'humain se dessine. Mais cette capacité d'exister est limitée par la matière du corps. La substance pourrait être définie comme ce qui sous-tend le phénomène où la matière reste immuable et indépendante. La cigarette qui se consume modifie sa forme, mais le tabac qui la compose, bien que passant de l'état solide à gazeux, reste du tabac. En fumant, le fumeur ne dit toujours rien de ce qu'est un fumeur ni de ce qu'il est vraiment. Le fumant serait une des formes de l'essence du fumeur. Cette anthropologie est pharmacologique. Elle est assujettie à l'outil du savoir qui présente un double tranchant, il est ambigu. Si l'on peut en donner des détails, des explications, elle reste attachée à un observateur lui-même imprégné d'un savoir construit. Est-il un bon ou un mauvais chercheur? Car à cette ambiguïté s'oppose une négation qui a valeur de loi, de morale. Le savoir que je produis, est-il la vérité ou le mensonge? Est-ce une fausse connaissance ou une vraie ignorance? L'épistémologie nous vient de nos racines grecques, épistème, l'habileté du savoir. Mais cette habileté ne pourrait-elle pas glisser vers la magie ou un sophisme du discours, flamboyant, mais pourtant usurpé? Le savoir se fonde sur la construction de concepts, de noyaux pseudo-durs qui permettent de construire un mur de connaissances pour structurer ou enfermer notre sagesse. Mais un concept, qu'est-ce que c'est? Étymologiquement, le concept a des liens avec la notion de capter, prendre, capere en latin. Depuis quelques décennies, une joute latente ou évidente se mobilise entre les sciences dites molles, apparentées aux sciences humaines et les sciences dites dures, liées aux sciences fondamentales, physique, chimie. Ces dernières, sous le principe de l'objectivation par l'expérimentation, s'arrogent un pouvoir sur nos connaissances et notre vision du monde. La tabacologie n'échappe pas à cette dynamique. L'evidence-based medicine devient le slogan qualité de la marchandise santé qu'on nous vend dans les pharmacies, les hôpitaux. Si la médecine a fait de nombreuses avancées grâce à la méthode expérimentale introduite par Claude Bernard, il n'en reste pas moins que les désignés malades présentent une singularité qu'une courbe de Gauss ne peut réduire. Si une bactérie peut se combattre avec une certaine dose d'antibiotiques, le comportement humain dépasse la somme des parties de son mécanisme. Si la statistique contrôle l'imprévisibilité, chère à nos modèles économiques, l'individu qui est devant nous est-il totalement prévisible? Non. Il y a une béance, un espace d'incertitude, qui laisse place à la créativité, à ce petit fragment qui fait de nous quelque chose d'unique. Entre la certitude que j'ai de mon existence et le contenu que j'essaie de donner à cette assurance, le fossé ne sera jamais comblé. Pour toujours, je serai étranger à moi-même. En psychologie comme en logique, il y a des vérités mais point de vérité. Ainsi cette science qui devait tout m'apprendre finit dans l'hypothèse, cette lucidité sombre dans la métaphore, cette incertitude se résout en œuvre d'art. Camus, pages 36 à 37. Si les sciences humaines peuvent être qualifiées de sciences molles, elles portent bien leur nom, car le mou n'est-il pas le mélange d'éléments liquides et de parties dures?
Le normal et le pathologique. Notre société est friande de normes, de certifications par des experts. Cette normalisation envahit la santé, y compris mentale. On oppose régulièrement le normal au pathologique, alors que cette opposition est contradictoire et paradoxale. Le normal s'oppose à l'anormal dans la logique de la norme, de la mesure, de la connaissance. Le pathologique s'oppose à la santé dans la logique de l'expérientiel, celui d'une limite à la fonction, capacité et du sensible, douleur, tristesse. La vie nous impose des paramètres auxquels nous devons trouver une capacité d'adaptation. L'adaptabilité pourrait être une caractéristique de la santé. Qu'est-ce que la norme ? Elle se fonde sur un modèle statistique qui détermine des moyennes et des écarts dits types. Ce modèle passe d'une solution de continuité ou de pseudo-continuité à un modèle dichotomie. Au-delà de l'imprécision liée à l'outil d'évaluation, le passage d'une solution de continuité à un modèle catégoriel suppose un saut logique. L'utilisation de concepts d'homogénéité et de continuité n'entraîne pas les mêmes exigences logiques. Si j'affirme l'homogénéité de deux objets, je suis tenu de définir au moins la nature de l'un des deux, ou bien quelque nature commune à l'un et à l'autre. Mais si j'affirme une continuité, je puis seulement intercaler entre des extrêmes sans les réduire l'un à l'autre, tous les intermédiaires dont j'ai la disposition par dichotomie d'intervalles progressivement réduits. Canguilhem, page 52. Le glissement entre la mesure et le concept de normalité est opéré dans le modèle statistique utilisé en sciences biomédicales. Cela amène une situation de confusion. L'aspect quantitatif exprimé par une statistique ne doit pas cacher le caractère qualitatif, l'individualité de la mesure. La norme peut s'ériger en règle et constituer des groupes hors normes, qui seront l'objet d'un pouvoir qui exclut, voir M. Foucault. Elle est d'autant plus vraie pour la santé. Ce n'est pas l'élévation d'un paramètre biologique qui détermine le statut, négatif, de maladie. La maladie implique le sujet. Elle vient réveiller l'inconscience d'une santé perdue, d'une santé comme silence des organes. La norme ne vient pas des instruments technologiques, mais de la vie elle-même. Elle nous demande une perpétuelle adaptation pour assumer l'homéostasie de nos systèmes biologiques. C'est leur capacité d'adaptation, adaptabilité, qui nous permet d'être en santé. Lorsque nous sommes malades, nos capacités d'adaptation sont réduites et cela place le sujet dans un couloir étroit sur le plan existentiel. Cette étroitesse réveille les sens, elle opprime, elle limite notre liberté. Notre vision des choses s'en trouve affectée tout comme notre pensée. Nous ne sommes plus comme avant. Nous pensons au contraire que le fait pour un vivant de réagir par une maladie à une lésion, à une infestation, à une anarchie fonctionnelle traduit le fait fondamental que la vie n'est pas indifférente aux conditions dans lesquelles elle est possible, que la vie est polarité et par la même position inconsciente de valeur, bref que la vie est en fait une activité normative. Canguilhem, page 102. L'anomalie n'est pas la normale. L'anomalie désigne un fait, une description de ce fait quand la normale implique une référence à une valeur et donc un jugement, une appréciation. L'anomalie vient du grec anomalia, qui signifie irrégularité, inconstance. Ce qui est une irrégularité pour l'un, n'est pas une anormalité pour soi, dès le moment où nous n'y portons pas un jugement. Le fait d'avoir une variation dans la planéité du sol, ne constitue pas en soi une anormalité. Nous expérimentons cette irrégularité, et celle-ci va susciter une réaction du côté de notre jugement. Il peut être exprimé quand cette anomalie nous limite, nous contraint. L'anomalie n'est pas en soi une anormalité, tout comme elle n'est pas en soi pathologique. Le pathologique renvoie à l'appréciation individuelle de la restriction que nous donne à vivre l'anomalie. Une anomalie peut se révéler salutaire si elle nous permet de mieux évoluer dans un milieu de vie différent. Le pathologique ne se déduit pas linéairement du normal. Canguilhem, page 164. Le pathologique ne peut que se référer à un individu, dont le champ d'adaptation dans son milieu d'interaction s'est rétréci au point de ne pas accepter d'autres normes. Cette approche est d'autant plus intéressante en santé mentale. Quand nous désignons comme pathologiques certains comportements ou pensées, est-ce que cela est vécu comme anormal, voire maladif pour le patient ? Est-ce que la perception de son milieu d'interaction implique un rétrécissement de sa capacité de liberté,
ou de créativité dans la vie? Canguilhem termine son essai, page 275, en ces termes. La définition psychosociale du normal par l'adapté implique une conception de la société qui l'assimile subrepticement et abusivement à un milieu, c'est-à-dire à un système de déterminisme, alors qu'elle est un système de contraintes contenant déjà et avant tout rapport entre l'individu et elle, des normes collectives d'appréciation de la qualité de ces rapports. La norme se réfère à la règle, à la loi. Si sa lecture juridique semble la première, elle ne doit pas occulter sa présence dans la nature. La nature nous impose ses lois qui nous façonnent. Elle nous donne une limite qui nous fait vivre, une limite qui nous rappelle que la vie est finie et incertaine. Devant cette vie normative, notre pensée vise à en extraire des concepts, des principes avec des outils, eux-mêmes conçus par notre pensée. Ces outils en sont le prolongement qui, par ce biais, en multiplie le pouvoir, mais aussi en multiplie les possibles erreurs. Un grand outil implique une grande rigueur et une grande responsabilité. La science biologique ne peut évincer ce débat. Les normes biologiques, si elles sont dégagées par des outils, de laboratoire, ne doivent pas éluder la nécessaire confrontation à l'expérience clinique, à la singularité de l'individu observé. Il y a entre l'observateur et l'observé une institution du savoir. La maladie est soumise à un regard à la fois normé et normant, qui décide des conditions de la normalité en se soumettant à celle d'une normativité commune. Macheret, page 103. C'est là le glissement sémantique d'une lecture normative au départ biologique et finissant, comme une valeur morale pour l'établissement d'une politique de santé. Quand on parle de dénormalisation du tabagisme, on vient toucher à cet enjeu. Sous le couvert d'une vision juste et d'un paternalisme d'un autre temps, on impose à une minorité d'adopter un comportement sain, d'être raisonnable, au sein d'une collectivité en admiration devant la machine scientifico-capitaliste. Mais cela reste une machine, un assemblage de différents éléments fonctionnant ensemble. Et l'autonomie qu'on donne à cette machine est un leurre. Il cache la responsabilité d'individus qui la composent et lui donne vie. Cette machine peut cacher les manœuvres du pouvoir qui sont autant de désirs de soumission. On espère voir la vérité de l'autre, le dénuder jusqu'à la chair à l'image des planches de Vézal, voir l'autre sous le scalpel de la science, dans une mythologie originelle, un paradis de la plénitude. Ce plein qu'on souhaite voir n'est que le reflet d'un vide. Externaliser un savoir ne peut que nous renvoyer à nous-mêmes. Ce que nous écorchons sous le bistouri de la science, c'est notre existence, c'est cette histoire que nous essayons de construire. La normalisation n'est qu'une tentative de contrôler une vie qui nous contrôle. La norme, piégeant et piégée, n'est rien d'autre que le fait de se prendre elle-même à son propre piège, qui est pour elle à la fois comme un leurre et comme un gage de vérité. Macheret, page 92. Pour Nietzsche, la santé et la maladie ne sont rien d'essentiellement différent. La santé est un état de non-combativité, mais la maladie peut être une faiblesse amenant les malades à convoiter comme remède ce qui accélère la ruine. Nietzsche, fragment posthume. La grande santé, c'est celle qui permet de supporter les souffrances les plus grandes, expression d'une volonté de puissance et de transformation. Une manière de voir. Le carré sémiotique. Notre discours du monde et des choses, dans une métaphysique classique et traditionnelle, s'articule principalement sur des catégories d'opposition, bien-mal, lumière-obscurité, vie-mort. Ces contrastes sont mis en relation, mais dans une dynamique qui nous pousse à discourir. La catégorisation et le triage de perceptions qui ont fait l'objet d'une abstraction. Une catégorie renferme des objets, des concepts dont le point commun est de partager des caractéristiques définies. Pour Aristote, cela constitue les divisions premières de l'être comprenant la substance, le temps, la quantité, la relation. Pour Kant, c'est un concept primitif qui s'applique aux données de l'intuition et nous permet de connaître l'objet. Dans ce contexte, il nous a semblé opportun d'utiliser le modèle du carré sémiotique, hérité d'Aristote, afin de dépasser les oppositions et les disjonctions, négations, par l'apport des complémentarités. Cela permettra de dégager une dynamique du sens qui se veut dépasser l'univocité. Ce modèle est un outil. Mais qu'est-ce que le sens ? C'est la différence entre deux éléments mis en relation. Cette polarisation va induire une dynamique. Elle n'est pas statique. Elle va nous amener à penser.
Ce sont ces différentes mises en relation qui sont au cœur du carré sémiotique. Ils mettent en relation des termes, des concepts, des catégories. Ces propositions sont qualifiées de vraies si les prédicats sont contenus dans le concept exprimé. Le carré sémiotique se présente de la manière suivante. Ce dispositif, basé sur le carré logique d'Aristote, vise à mettre en lumière les logiques disjonctives, à non à l'œuvre dans un récit ou à vérifier la cohérence d'un concept. C'est ce dernier élément que nous allons appliquer à notre pharmacologie, développée ultérieurement. Ce carré se compose de 4 termes mis en relation de contradiction, négation, disjonction, de contrariété, disjonction et conjonction, tiers inclus, et de complémentarité, voire schéma suivant dans un souci d'homogénéité. Les termes A non A et B non B sont dans une relation de contradiction. A non A et B non B ne peuvent pas être tous les deux vrais ni tous les deux faux. Les termes A et B sont en relation de contrariété égale opposition, ce qui implique que la disjonction de A et de B obéit au principe du tiers inclus, qu'il existe au moins un terme intermédiaire, à savoir le terme complexe qui conjoint A et B souvent. Il y a même des degrés entre A et B au fond, ce sont les deux pôles d'un axe gradué. Les termes A et non A d'une part, B et non B d'autre part sont en relation de contradiction, négation, ce qui implique que la disjonction de A et de non A d'une part et celle de B et de non B d'autre part obéissent au principe du tiers exclu. Si on conjoint deux termes contradictoires, on obtient un paradoxe. Les termes A non B et B non A sont dans une relation dite de complémentarité dx6 pour la première positive et la seconde négative. Le schéma ci-dessus représente ces dispositions. Symbolique, réel et imaginaire. Ces notions seront régulièrement utilisées dans cet ouvrage, et il nous semble important de les préciser. Le symbolique, c'est le lien dans la séparation. Il est au cœur des relations humaines. Nous restons en lien malgré la séparation des personnes qui nous sont chères. C'est le début de notre humanisation dans le langage. En nommant les choses, nous actualisons leur absence, mais de manière contenue et contrôlée. C'est la force du symbole de nous rappeler ces éléments perdus, mais encore vivants dans le langage et d'en jouer. Mais en jouer signifie que nous ne sommes pas dupes de la chose. Ce que nous disons, représentons sous toutes ses formes n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que j'énonce quelque chose que cette chose va apparaître. Le symbole est un outil. Son acquisition est fondamentale. Pour la psychanalyse freudienne, le symbole est l'expression, la représentation d'un conflit inconscient, d'un refoulement de pulsions sexuelles. L'approche est causaliste, univoque et propre au sujet. Pour Jung, le symbole est plurivoque. Il est un signe qui peut révéler les structures organisatrices du psychisme que sont les archétypes. Le symbole est une machine psychologique transformatrice d'énergie. La libido n'est donc pas que sexuelle. Pour Lacan, le symbole est la grammaire de l'inconscient. Cette grammaire s'articule autour du rapport entre le signifiant et le signifié, mais également autour des mécanismes de la métaphore, un signifiant pour un autre, et de métonymie, transfert de dénomination. La métaphore supporte le symbole. L'imaginaire, lui, est la scène. C'est le lieu de l'image. Elle est la jonction entre le souvenir de la sensation et notre entendement, notre capacité de raisonner. Mais c'est là que nous pouvons nous duper nous-mêmes. Nous construisons des scénarios, nous tirons des plans sur les comètes, nous nous lançons à l'assaut des grands moulins tel un Don Quichotte. Il vient de notre expérience de l'autre et du manque que nous ne parvenons pas à combler. Et donc, nous nous imaginons plein de choses pour le remplir. Au passage, si nous pouvons en tirer un plaisir, ce ne sera pas de refus. Le réel, c'est le reste, c'est l'immondice que nous balayons une fois que la représentation a eu lieu sur le théâtre de notre vie. C'est ce que nous ne savons pas totalement connaître. C'est le néant et ses angoisses terribles. C'est l'immensité de l'univers des choses desquelles nous déduisons des lois. Simplicité-complexité. Tirer un trait d'une profonde rectitude sur une feuille blanche est une simplicité qui demande un travail considérable. Combien de traits courbés, tronqués, inachevés ont dû être accomplis pour arriver à ce résultat final? Pouvoir être simple implique d'être passé par le rude labeur de la complexité. La simplicité ne doit pas être confondue avec le simplisme, qui est bien souvent la solution de facilité. Nous nous référons aux travaux de E. Morin sur la question de la complexité,
Science avec conscience. La complexité ne doit pas se concevoir comme une recette même si elle ne doit pas nous empêcher de penser à une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.